La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Effectivement, j'ai failli dire l'invité de l'espace, ce qui n'a aucun sens, Stéphane. Votre invité est économiste et professeur à la Sorbonne Paris-Nord. Isabelle Tisse-Saint-Jean, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Une loi spéciale doit être présentée ce soir en Conseil des ministres après l'échec des négociations sur le budget la semaine dernière en commission mixte paritaire. D'abord un mot sur cet échec. Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce qu'il vaut mieux finalement ne pas avoir de budget plutôt qu'un mauvais budget ? Alors, on peut fonctionner de manière provisoire, effectivement, avec une loi spéciale. La loi spéciale, donc, c'est ce qui assure, si vous voulez, la continuité du fonctionnement de l'État. Ça permet à l'État de prélever des impôts, de s'endetter, et puis de faire des dépenses qui sont exactement à la même hauteur que celles de l'an passé. Donc ça permet à l'État de fonctionner. Donc les cartes vitales fonctionnent, pour rappeler un souvenir mémorable. Ceci étant, ça peut pas durer trop longtemps parce que, et on le sait, on est dans un moment où il y a vraiment, on en parlait tout à l'heure, votre intervenant en parlait, il y a des dépenses notamment d'investissement fondamental à faire et des modifications donc de la structure de la dépense et de la fiscalité qui sont nécessaires dans la situation actuelle, et on peut reparler de la défense, mais on peut aussi parler des problématiques de l'environnement. Il y a des questions qui se posent sur les concours de recrutement d'enseignants. Enfin, on ne peut pas fonctionner bien avec une loi spéciale pendant très longtemps. Vous dites ça ne peut pas durer trop longtemps, pourtant l'Espagne s'en sort très bien sans budget. Pourquoi pas nous ? Alors, pour les raisons que je viens de donner, c'est-à-dire que voilà, il y a un moment, ça coincera si vous voulez faire des dépenses qui engagent l'avenir, et modifier les choses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ok, ça fonctionne en Espagne, mais l'Espagne, c'est pas la France, et il y a vraiment quand même en France quelque chose de tout à fait particulier, qui est une intervention extrêmement forte de la puissance publique dans la sphère sociale, comme dans tous les pays européens. On a un modèle social très puissant, mais aussi dans la sphère économique. Donc l'État est très puissant, l'État et la puissance publique plus généralement, parce qu'il y a aussi l'intervention des collectivités territoriales. Et donc vraiment, c'est particulièrement important. On le dit souvent, la France championne du monde de la dépense publique ou de la fiscalité. Oui, parce qu'il y a une socialisation extrêmement forte. Et donc, du coup, pas de budget dans une situation où, en plus, on le sait, l'incertitude politique pèse sur l'économie, c'est franchement pas souhaitable. Quelles vont être les conséquences immédiates de cette loi spéciale sur les aides sociales, sur le barème de l'impôt, par exemple ? Alors, il y a un certain nombre d'aides dont la revalorisation se fait automatiquement, donc ça ne changera pas. En revanche, il y a des choses où l'inflation, n'est pas prise en compte, et donc, par exemple, l'impôt sur le revenu. Donc là, sur l'impôt sur le revenu, ça va faire partie des choses où, ça fera plus de rentrées fiscales pour l'État, parce que l'inflation n'étant pas prise en compte, vous allez avoir des gens qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu. On estime à peu près à 20 000 personnes les gens qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu. Et puis les autres vont payer d'une certaine manière plus d'impôts parce qu'on ne tiendra pas compte de l'inflation. Ça, on chiffre ça à peu près 1,9 milliard. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Et donc, ça va être des mesures de ce type-là. Toute la question est combien de temps dure cette affaire de loi spéciale ? Et quel va être l'impact également sur la trajectoire de la dette ? Alors, sur la trajectoire de la dette à proprement parler, la dette, il y a une inertie de la dette par rapport au déficit. Donc la dette, ça ne sera pas immédiatement, mais sur le déficit, alors là, c'est le grand flou. Honnêtement, c'est le grand flou. D'abord, ça dépend combien de temps dure la loi spéciale, puis ça dépend de ce qu'il y a après. Si la loi spéciale devait durer, ça serait quand même le grand flou. C'est-à-dire, même si on pensait que la loi spéciale allait durer 1 an, ça serait quand même le grand flou parce que la trajectoire budgétaire, elle va dépendre de la croissance.
Selon la croissance, il n'y a pas les mêmes rentrées, par exemple, d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur le revenu. Donc, les recettes sont pas les mêmes. Et donc, la fin de l'histoire est très indéterminée. Il y a des chiffrages qui vont de 4,9, l'Union européenne... De déficit public en pourcentage du PIB. De déficit public en pourcentage du PIB. Ça va de 4,9 jusqu'à plus que le déficit actuel, qui risque d'atterrir à 5,4, peut-être même 5,3, parce que les bonnes nouvelles, il y en avait quand même, c'était que, a priori, le déficit de 2025 devait être plus faible que ce que le gouvernement pensait, et la croissance est meilleure que ce qu'on prévoyait. Donc, vous voyez, vous avez donc cette grosse incertitude, et donc ça fait des hypothèses qui varient comme ça entre une zone quand même assez importante, 4,9 plus aux alentours de plus de 5,5, quoi. Donc c'est une grosse zone d'incertitude. Mais dans tous les cas, est-ce que vous pensez que l'objectif de 4,7% qui avait été fixé au départ pour le déficit public pour l'an prochain était trop ambitieux? Alors, je sais que quand je dis ça, je ne me fais pas que des amis, mais depuis le début, moi j'ai une attitude qui consiste à dire attention, il vaut mieux aller sûrement sur une réduction du déficit. On était dans une trajectoire à nouveau de baisse, parce que c'était ça qui était atypique par rapport au reste de l'Europe. On redressait à nouveau. Il vaut mieux redresser lentement plutôt que d'y aller trop fort et de tout casser. Et donc moi, depuis le début, je disais, il vaut mieux 5, plutôt qu'une perspective plus ambitieuse et qui, de toute façon, politiquement, a du mal à passer. Enfin, je veux dire, et on retrouve vraiment un très grand clivage dans les forces politiques entre ceux qui veulent moins d'impôts, moins de dépenses publiques, et puis de l'autre côté, ceux qui veulent plus de dépenses publiques sur les services publics et plus de fiscalité sur les grandes fortunes. On a l'impression qu'on assiste à un repositionnement droite-gauche du débat économique avec des positions qui sont devenues totalement irréconciliables. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un peu ça le paradoxe de cette période, c'est que à la fois il y a plutôt une convergence d'un certain nombre de forces qui vont chercher un compromis. On l'a vu avec le Parti socialiste et les forces en appui à Sébastien Lecornu. Donc plutôt un moment de compromis et en même temps les volontés a priori sont plus éloignées que jamais et avec un vrai retour du clivage gauche-droite et des projets qui sont vraiment différents. Ça me paraît pas un problème en soi. Ça me paraît le fonctionnement d'une démocratie qui marche, d'avoir des points de vue qui sont différents. Si c'est pas de la posture. Sauf que la France n'a pas la culture du compromis. Alors, sauf que la France n'a pas la culture du compromis et qu'on est dans un moment politique où effectivement il y a une tripartition et où il y a une extrême droite qui est quand même qui monte de manière, je veux pas dire irrépressible, mais extrêmement forte, donc qui rend le compromis politique très compliqué. Est-ce que vous avez le sentiment que la classe politique française a tendance à oublier qu'il y a d'autres acteurs autour de la table? Il y a les marchés financiers, il y a nos créanciers, il y a nos partenaires commerciaux. La France ne peut pas s'extraire de cet environnement. Non, enfin surtout on est dans un moment géopolitique absolument sidérant. Enfin, chaque période se vit comme historique, mais franchement, je pense que la nôtre l'est, entre des enjeux qui sont donc les enjeux géopolitiques de la guerre sur le sol de l'Europe, les enjeux climatiques, l'émergence de la puissance de la Chine, qui est quand même absolument sidérante économiquement, avec de l'autre côté Trump, notre allié, qui nous déclare la guerre économique. Plus que jamais, on a besoin d'investissements de manière à faire face à tous ces enjeux d'avenir. On a besoin effectivement de financement sur la défense, on a besoin absolument de financement sur la recherche. Si on ne luttera pas autrement avec nos grands rivaux économiques, on a besoin d'une Europe de cohésion, on a besoin... Voilà, donc la France fragilisée comme ça, c'est pas une bonne nouvelle. Merci beaucoup Isabelle Tisse-Saint-Jean d'être venue ce matin sur Radio Classique, économiste et professeure à la Sorbonne Paris-Nord. Merci à tous les deux. Stéphane, je vous donne rendez-vous demain 6h pour la matinale économique de Radio Classique. Dans un instant, Karine Dijoux, et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique, Olivier Beaumont évalue la méthode Lecornu. Radio Classique.